Aujourd'hui, on va classer les crypto-monnaies de mon portefeuille dans différentes catégories sous forme de tier list pour savoir si j'ai fait les bons choix en fonction de différents critères. Ça, c'est quelque chose qui va permettre justement d'ajuster sa stratégie et de savoir si on part dans le bon sens ou pas. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais vous montrer les meilleurs cryptos de mon portefeuille. L'objectif, c'est de vous montrer comment faire le point sur son portefeuille et aussi comment sélectionner une crypto en fonction de différents critères. En fait, ça va permettre de vous partager une manière sympa de suivre votre portefeuille. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire régulièrement, c'est-à-dire je renote tous les 3, 4, 5 ou 6 mois les cryptos de mon portefeuille en me disant est-ce que ça vaut toujours le coup d'être investi maintenant? Est-ce que je l'achèterai maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Peut-être qu'il y a de nouveaux concurrents, peut-être que l'action de prix est vraiment mauvaise et ça me permet de faire des ajustements, soit en vendant ma crypto-monnaie pour la remplacer, soit en s'allégeant, soit justement en continuant d'accumuler. Alors, de faire cette vidéo, on va dire que ça va m'obliger à plus rentrer dans les détails. Donc, c'est aussi quelque chose de positif pour moi parce que je vais faire le point sur mon portefeuille et du coup, vu que je vous le montre à vous, je suis obligé de plus justifier et de plus rentrer dans les détails. Pour cette vidéo, je ferai seulement les 6 premières cryptos de mon wallet pour être assez complet et avoir le temps de rentrer dans les détails de chacune. En effet, si je vous avais fait toutes les crypto-monnaies de mon portefeuille, j'en ai entre 20 et 30, c'est vrai que ça aurait pu mettre énormément de temps, sachant que certaines sont des toutes petites market cap. Et du coup, soit ça aurait fait une vidéo très longue, soit j'aurais dû passer de manière très rapide sur chacune. De plus, les crypto-monnaies seront faites par ordre de capitalisation de marché en fonction du classement de CoinMarketCap. Si vous voulez une suite avec des market cap plus petites et plus de risques, je vous demanderai de me le montrer en lâchant au moins 200 likes et 100 commentaires sous cette vidéo. Ça me permettra de soutenir la chaîne et de me montrer que vous êtes vraiment intéressé. Je vais le faire par un système de tier list car c'est un format qui est quand même bien aimé par la communauté et je ferai différentes catégories. Donc, il y aura la catégorie inférieure à 12. Cette catégorie-là, normalement, il n'y aura aucune crypto-monnaie dedans parce qu'avant d'investir, je fais mes due diligence. Si j'ai une crypto-monnaie qui est inférieure à 12 sur 20, pour moi, je me questionnerais à pourquoi pas la vendre entièrement ou en tout cas à m'alléger fortement. Ensuite, on a la note 12-14. Là, ça va juste me permettre de me questionner, de me demander si je dois m'alléger. Ensuite, on aura la 14 à 16, la 16 à 18 et la 18 à 20. Forcément, pour les cryptos qui sont entre 16 et 20, je me questionnerais même, est-ce que ça ne vaut pas le coup de renforcer et de continuer à accumuler en cas d'une baisse au niveau des crypto-monnaies. Pour noter justement les différentes crypto-monnaies, je vais le faire sur 4 critères. Le premier critère, ce sera les fondamentaux qui seront sur 5. Donc, c'est-à-dire regarder est-ce que la team est bonne, est-ce que le projet est solide, est-ce qu'il a une certaine ancienneté, est-ce qu'il y a une roadmap intéressante, est-ce que c'est un projet rentable qui gagne de l'argent, quelle est la concurrence autour de ça et quels sont les risques associés aux différents projets. Tout simplement regarder est-ce que d'un point de vue fondamental, le projet est viable ou non. Le deuxième critère, sur 5 points aussi, ce sera la tokenomics. En fait, on va regarder l'économie interne du jeton, savoir la libération de jetons, son utilité, la répartition des whales. En effet, une mauvaise tokenomics va diluer le prix. On a par exemple l'exemple de Casper, qui est une très bonne crypto-monnaie d'un point de vue fondamental, mais qui a une tokenomics affreuse avec un problème de dilution. En fait, il n'y a pas de max supply, donc énormément de nouveaux jetons arrivent, ce qui fait cracher le prix du token. On voit une market cap qui augmente alors que le prix, lui, ne fait que baisser et ne bouge pas. Il faut aussi savoir qu'une mauvaise tokenomics peut détruire un projet en bear market. Alors, lors d'un bull market, on va dire que la traction qu'il y a sur les différents projets compense, mais forcément, si vous avez une tokenomics qui est très bonne et qui pousse à une capture de valeur du jeton, comme par exemple Ingentive, ça permet de prendre plus facilement de la valeur. Ensuite, on va regarder un troisième critère qui sera la communauté, encore sur 5. Donc là, tout simplement, je vais regarder le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs actifs? Quels sont les différents projets qui créent dessus? Et est-ce que tout simplement le projet a une grosse utilisation? Donc en fait, est-ce que le projet est soutenu et tenu par une hype et une communauté? On a par exemple le cas de Dogecoin et PP qui n'ont pas de réels fondamentaux, mais qui arrivent à avoir une bonne performance parce qu'ils sont soutenus par leur communauté. Le dernier critère, ce sera ce que j'appelle l'action de prix, qui sera aussi sur 5. Donc là, c'est simplement regarder la solidité lors du bear market et est-ce que le projet
a été dans les tendances et a bien fonctionné sur le début de reprise qu'on a eu. Donc, regardez aussi sa performance face au Bitcoin parce que l'objectif d'avoir des altcoins, c'est de surperformer le Bitcoin et ensuite regarder le potentiel futur avec son risque-rendement. Donc, deux choses que j'ai à vous dire. Déjà, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc dites-vous que là, il ne faut pas prendre exactement les mêmes crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille, mais plus essayer de comprendre la logique et la méthodologie derrière pour essayer de l'appliquer à votre propre profil de risque. Deuxième chose, je n'ai pas de Bitcoin. Enfin, en fait, j'ai très peu de Bitcoin, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. En fait, moi, j'avais beaucoup rechargé du Bitcoin aux alentours entre les 15 et 20 000 dollars. Et c'est vrai qu'on a atteint les 70 000 dollars. Je me suis dit que pour moi, le Bitcoin, il irait sûrement entre 100 et 150 000 dollars. Donc, il n'y avait plus qu'un potentiel de x2. Donc, j'ai pas mal vendu mes Bitcoins pour d'autres crypto-monnaies pour aller justement sur certains altcoins. On verra si c'est le bon bet. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quelles sont les crypto-monnaies que vous avez et si vous avez des crypto-monnaies en commun. N'oubliez pas, si vous mettez 200 likes et 100 commentaires, je ferai une partie 2 avec les 6 crypto-monnaies suivantes de mon portefeuille. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On va donc attaquer avec la première crypto-monnaie de mon wallet qui est, comme vous le voyez ici, l'Ethereum. Alors, l'Ethereum qui est quand même la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché. D'un point de vue fondamental, moi, l'Ethereum, je lui mettrais un 5 sur 5. En effet, tous les voyants sont au vert au niveau d'une crypto-monnaie qui attire tous les regards et qui est excellente d'un point de vue technologique. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu l'approbation récente des ETF spot. Donc ça va permettre d'apporter de la liquidité. On voit qu'on est supérieur à 1 milliard sur les premiers jours et surtout, ça permet de confirmer son statut de commodité et donc qui ne sera pas régi par la SEC et qu'il n'y aura pas de problèmes légaux derrière. Ça lui permettra aussi d'être dans les portefeuilles des fonds de pension et des gros investissements et donc d'avoir un certain rendement. Autre chose intéressante à regarder avec l'Ethereum, c'est aussi que via le staking, il a un rendement. Et en fait, avoir un rendement sur ces investissements, c'est quelque chose qui attire les plus gros portefeuilles. Ensuite, on peut parler aussi du côté DeFi. En effet, l'Ethereum est le projet qui attire le plus de fonds, qui a le plus de fonds bloqués dans ses contrats intelligents sur la finance décentralisée. On peut voir que c'est 60% du volume, donc c'est vraiment quelque chose de très bon et qui est à regarder. On peut aussi voir que l'Ethereum est le projet qui a le plus de développeurs. Donc là, on parle des core devs, c'est-à-dire les développeurs qui sont directement engagés par la fondation. Mais il y a aussi d'autres développeurs qui codent sur Ethereum. Et là, on est sur des chiffres beaucoup plus élevés. Et ça permet de montrer qu'il y a vraiment beaucoup de personnes dans ce projet. Une autre chose hyper importante, c'est ce qu'on appelle l'ultrasound money. En fait, c'est le fait que, en fonction de son utilisation, des Ethereum peuvent être brûlés et du coup qu'on a un côté déflationniste en fonction de l'utilisation. Là, on voit depuis plus d'un an, ici c'est la ligne, en gros, il y a 0 Ethereum et on voit qu'on était légèrement en inflation et là qu'on a fait que brûler des Ethereum. Là, on voit qu'on est à moins 286 000. Le fait d'avoir brûlé autant d'Ethereum que ça permet qu'il soit déflationniste. En gros, on n'a pas une pression vendeuse avec des nouveaux jetons qui arrivent et on a même une raréfaction de l'Ethereum. Et on sait que ce qui est rare est en moyenne cher. Et donc, en plus d'avoir un rendement, on a cette espèce de raréfaction au niveau de l'Ethereum. Une autre chose très importante à regarder, c'est que Ethereum est l'un des seuls projets crypto-monnaies à être rentable. En effet, ils gagnent de l'argent chaque mois par rapport à leurs dépenses. Et ça en fait encore une entreprise rentable qui peut attirer les investisseurs. Ils ont un énorme écosystème avec le plus de développeurs, le plus d'applications décentralisées, le plus de défis, de TVL sur la DeFi. C'est l'écosystème le plus sécurisé et décentralisé avec Bitcoin. Et en plus, leur dernière mise à jour a permis d'augmenter la scalabilité et de baisser les frais avec tout ce qui est Layer 2. Et donc ça fait une forte concurrence à Solana. En effet, en termes de frais, on est inférieur ou égal à Solana. Et surtout, en termes de nombre de transactions, ils ont réussi, si on prend tous les Layer 2 et Ethereum, à concurrencer Solana. Donc, en termes de fondamental, pour moi, l'Ethereum, c'est un 5 sur 5. Ensuite, on va regarder la communauté.
je le mettrai aussi 5 sur 5 parce que pour moi, il aura la préférence des institutionnels avec les ETF. Il est très suivi sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a un espèce de caractère de gourou pour Vitalik Buterin qui est un peu, on peut dire, le leader de l'Ethereum. On a pas mal d'Ethereum maximalistes, donc ça peut être négatif d'avoir des personnes qui sont maximalistes sur une crypto-monnaie, mais encore une fois, ça permet justement d'avoir une communauté qui soutient le projet. Et surtout, ils ont une énorme communauté de développeurs et c'est le langage le plus utilisé dans l'écosystème. Donc pour moi, un 5 sur 5 au niveau de la communauté. D'un point de vue tokenomics, un 5 sur 5 aussi pour Ethereum. Alors tout simplement, on a 100% des Ethereum qui sont en circulation. Bien sûr, il n'y a pas d'offre maximale, mais on a vu avec le système d'Ultrasound Money, on est déflationniste depuis un an sur l'Ethereum. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir une raréfaction des Ethereum. Et en plus de ça, on voit que c'est quand même plutôt bien décentralisé et que voilà, c'est une crypto-monnaie qui a une très bonne tokenomics. Au niveau de l'action de prix, on peut le voir sur le chart. Pour moi, c'est l'un des meilleurs risques-rendement actuels du marché, donc je le mettrai à 5 sur 5. En effet, on a énormément de nouvelles positives avec les ETF spot qui devraient apporter de la liquidité et donc permettre à ce prix d'augmenter. De plus, l'Ethereum est en retard sur le Bitcoin, mais a quand même fait de belles performances depuis son bas aux alentours des 800 dollars. On est sur un plus de x3, voire quasiment un x4. Donc on est légèrement inférieur à Bitcoin, mais on a quand même réussi à bien suivre son news flow. Et lorsqu'on va être dans une altcoin season ou sur la fin d'un bull market, je pense que l'Ethereum pourra faire mieux que Bitcoin. Et surtout, je pense qu'il y a un potentiel à la hausse qui est encore élevé. Pour moi, il peut atteindre entre 10 et 20 000 dollars pour donner une grosse fourchette de prix. Donc on a encore entre x3 à quasiment x6, x7 à aller chercher sur une crypto-monnaie. Donc pour moi, Ethereum, du coup, une crypto-monnaie qui est le meilleur acquisition actuelle, 20 sur 20 pour Ethereum, qui est donc dans la catégorie 18-20, une crypto-monnaie. C'est le genre de crypto-monnaie sur laquelle s'il y a une baisse, je pourrais recharger ou si je prends des profits sur une crypto-monnaie qui explose, je pourrais en réallouer une certaine partie sur Ethereum pour les sécuriser parce qu'Ethereum a tendance, vu qu'il est plus capitalisé et plus sérieux, à moins baisser que les petits altcoins. Je vous le rappelle, si vous voulez une partie 2 avec des crypto-monnaies un peu plus petites, il faudra mettre 200 likes et 100 commentaires sous cette vidéo. La deuxième crypto-monnaie de mon wallet, il s'agit de Chainlink. Alors, le Chainlink, pour moi, d'un point de vue fondamental, c'est 5 sur 5. Chainlink, c'est une crypto-monnaie qui est indispensable à l'écosystème blockchain et principalement à la finance décentralisée. En effet, c'est un oracle qui permet d'apporter les données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Il est utilisé par tout le marché et par tous les plus gros projets qui sont sérieux. En plus, on a vu qu'il y a l'arrivée du CCIP qui permet de se positionner dans l'interopérabilité et qui va sûrement lui ouvrir un marché et des nouvelles sources de revenus. En plus, ce projet est l'un des rares projets aussi qui est rentable. Il y a énormément de marchés différents, c'est une place de marché aussi, et c'est un projet qui arrive à sortir énormément d'argent. En plus, ils sont sur sur le secteur de la tokenisation d'actifs réels, donc les RWA, avec par exemple l'apport de prix qu'ils peuvent faire. C'est un projet solide, ancien, avec une super équipe, donc 5 sur 5, un point de vue fondamental. Si on regarde l'action de prix, pour moi, 5 sur 5 aussi. En fait, c'est un projet solide qui a eu une bonne perf après un très long range. On voit qu'on est monté jusqu'à quasiment un x4. Là, on est actuellement sur à peu près un x3 par rapport à son plus bas. C'est une crypto-monnaie qui a une belle action de prix, qui a un beau graphique. Sinon, je pense qu'il y a aussi un très gros potentiel à la hausse. Pour moi, c'est un excellent risque-rendement, peut-être un tout petit peu inférieur à Ethereum, mais c'est quand même un excellent risque-rendement. On voit que le Chainlink avait atteint 50 dollars. Pour moi, je pense que c'est une crypto-monnaie qui peut rentrer dans le top 5, voire même peut-être le top 3 du classement CoinMarketCap. Et donc, atteindre les 100 dollars sur un Chainlink serait pas fou, ce qui nous reste encore un potentiel aux alentours du x10. Et surtout, il faut se dire que pour l'instant, il est à peu près légèrement inférieur au BTC, mais pour l'instant, qu'il a à peu près suivi le BTC. D'un point de vue communauté, on a une Chainlink Army. Donc, je le mettrai aussi à 5 sur 5. En effet, il est reconnu par tous pour son sérieux et donc toutes les personnes qui veulent avoir un gros socle vont avoir du Chainlink. Et pour moi, on a sûrement un futur ETF spot qui devrait arriver. Pour moi, ça se bat entre XRP, Solana et Chainlink. Je pense que les trois en auront un et donc ça va apporter énormément de liquidité et permettre de sécuriser justement tout ce qui est
son prix, mais ça montre aussi une certaine solidité s'il est mis dans les portefeuilles des institutionnels. D'un point de vue tokenomics, 3,5 sur 5 pour le Chainlink. Alors on voit qu'on a 60% des jetons qui sont émis, donc c'est pas mal mais pas dingue, mais surtout ce qu'il faut se dire, c'est que beaucoup sont détenus par la team et surtout que la team et la fondation vendent régulièrement pour payer les équipes. En effet, vu que c'est un projet très technique et technologique, ils demandent énormément d'argent pour pour payer les équipes et qu'ils puissent fonctionner. Et forcément, ils vendent régulièrement des jetons de Chainlink juste pour payer justement leurs dépenses courantes. Donc on va dire qu'on a quand même une petite pression à la vente sur le Chainlink. C'est pour ça que je ne mettrai que 3,5 sur 5. Une note globale de 18,5. Chainlink reste un super projet. Et un peu comme Ethereum, c'est le type de projet, s'il y a une forte baisse, que je réaccumulerai. Et si je dois prendre des profits dans des crypto-monnaies, je pourrais les réallouer sur Chainlink s'il a une action de prix pour l'instant qui ne bouge pas énormément. Projet suivant, il s'agit, comme vous le voyez, de Polygon Matic. Alors, le Polygon Matic, qui est quand même une crypto-monnaie qui est bien capitalisée aux alentours des 5 milliards de dollars. D'un point de vue fondamental, je lui mettrai 3,5 sur 5. C'est une bonne note, mais pas une note parfaite. En fait, pour moi, ils sont dans le narratif des Layer 2, donc ça c'est bon. Mais le problème, c'est qu'ils sont fortement concurrencés par de nouveaux projets qui pourraient mieux performer qu'eux. Je pense à Starknet, Optimism, Arbitrum et encore bien d'autres. Et ça, c'est un petit peu le problème de Matic, c'est qu'ils sont à la fois une Layer 1, à la fois une Layer 2, qui sont un petit peu partout. Ils essaient de spécialiser un petit peu sur la partie Layer 2, mais il y a beaucoup de concurrence qui arrive. En plus, c'est un Layer 1 qui est fortement concurrencé par Solana, parce que leur créneau, c'était des frais bas et de la rapidité. Mais pour l'instant, les personnes vont plutôt vers Solana, et ils étaient surtout sur tout ce qui était NFT, memecoin et gaming, et on voit que pour l'instant, sur ce nouveau bull run, c'est Solana qui attire tous les volumes. Donc on va dire qu'un Matic qui est un petit peu plus boudé. Mais pour moi, c'est quand même une crypto-monnaie solide et avec de bons partenariats Web2 qui peut quand même attirer les regards. C'est pour ça que je lui mets quand même 3,5 sur 5. Au niveau de l'action de prix, on va dire que je vais lui mettre 3 sur 5. En effet, c'est quand même une crypto-monnaie qui a fortement baissé lors du mi-market. En plus, on a eu un espèce de rebranding. En tout cas, le ticker du jeton a changé. Donc, ça peut embrouiller certaines personnes avec une nouvelle tokenomics. On voit que c'est encore un projet qui est dans son range et plutôt dans le bas de son range. Donc, il y a un possible futur bon potentiel, mais pour moi, il est quand même inférieur à Link. On voit un gros range tout simplement qui se situe entre, on va dire, les 50 centimes et les 1,20$ ici, et que là, on est plutôt sur le bas du range, et que c'est quand même une crypto-monnaie qui a beaucoup moins bien performé que le Bitcoin. Et en plus, on peut dire qu'il y a quand même qu'il baisse fortement sur les retracements de Bitcoin sans avoir beaucoup performé. Donc en fait, pour moi, il n'a pas ce côté j'ai déjà beaucoup performé, donc quand il baisse, c'est plus des prises de profit. Là, c'est que quand les personnes paniquent sur Bitcoin, ils ont tendance à paniquer encore plus sur Chainlink. D'un point de vue communauté, c'est un bon projet. Je lui mettrai 3 sur 5 parce que pour moi, la plupart des personnes qui étaient de base sur Polygon Matic sont partis sur Solana et sur possiblement Layer 2. Il y a beaucoup de concurrence, donc on va dire une communauté un peu diluée et peut-être un peu moins impliquée. Après, ils ont quand même une belle communauté. On sait qu'au niveau des NFT, c'est quand même là que ça se joue après Solana, même si les plus gros NFT, les plus grosses collections, qui ont le plus de valeur sont sur Ethereum. Donc voilà, une belle communauté. Je mets à peu près à 3 sur 5. Le dernier, pour moi, c'est la tokenomics. Et dans ce cadre-là, 5 sur 5, une offre max. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jetons qui seront encore émis. On voit que pour l'instant, on est à 93% d'échelons qui sont là. On peut faire un truc assez simple. Souvent, là, vous voyez le graphique du prix. Vous pouvez faire le graphique de la capitalisation. Et là, vous voyez qu'il a la même tête. Ça veut dire qu'il n'y a pas que que les dilutions de tokens n'impactent pas forcément le prix. Et ça montre de bonnes choses. Et en plus, c'est un token utilitaire qui est utilisé justement pour payer les différents frais sur la blockchain de Polygon Matic. Donc en fait, si il y a un peu de DeFi qui se fait dessus et qu'il y a une nouvelle hype qui se fait, on va pouvoir augmenter les frais et du coup le jeton sera demandé. Donc une note de 14,5. Donc on voit qu'on n'était pas loin du 12-14, donc ça c'est le genre de projet sur lequel je peux me questionner en me disant il y a peut-être une perte de vitesse, une manque de hype, est-ce que du coup je vais m'alléger ou pas? On va dire que vu qu'on est proche de la zone des 14, c'est le genre de projet sur lequel je pourrais en tout cas m'interroger. Projet suivant, il s'agit de ASI
ou l'alliance de la super intelligence avec son ticker Fetch. D'un point de vue fondamental, pour moi, c'est le type de projet sur lequel je mettrais un 5 sur 5. Alors, je vous explique. Pour moi, de 1, ils sont dans le bon narratif, à savoir l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est intéressant d'être dans le bon narratif? Tout simplement parce que c'est un peu comme une entreprise. S'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de traction, vous avez beau être la meilleure boîte avec les meilleures personnes, si vous n'arrivez pas à faire d'argent et que vous n'attirez personne, vous n'arriverez pas à bien fonctionner. Donc être dans le bon narratif, dans la bonne trend et attirer les regards, c'est intéressant. En plus, c'est l'union de 3 gros projets qui sont FetchAI, SingularityNet et Ocean Protocol. Donc pour moi, ils ont pris une bonne décision pour avoir une plus grosse force de frappe pour concurrencer les acteurs Web 2. En plus, ils ont des grosses équipes très techniques avec des spécialistes de l'intelligence artificielle et de la gestion des données. Et on sait que les données, c'est le nouvel or numérique. D'un point de vue de l'action de prix, je mettrai un 4 sur 5. En effet, il fait partie des meilleurs performeurs de la première partie de Bull Run. Alors oui, on a une forte baisse car il y a eu pas mal de prises de profit, mais c'est vrai que des personnes ont réussi à faire des multiples de peut-être fois 10, fois 20 dessus. Donc forcément, quand vous êtes à fois 20, c'est normal que ça baisse un peu. Et en plus, vu qu'on a été pas mal secoué au niveau de l'ATH du Bitcoin, c'est normal que ça ait retracé. Le fait qu'il soit dans le bon narratif, ça leur fait un gros potentiel à la hausse. Pour moi, on a un excellent risque-rendement et c'est pour ça que je mettrai à 4 sur 5, sachant qu'on a déjà bien baissé, qu'on est sur le bon narratif et surtout que c'est une crypto-monnaie c'est une crypto-monnaie qui a surtout été sous le feu des projecteurs sur ce cycle-là. Et du coup, les nouveaux, quand ils vont arriver, ils vont voir un nouveau projet sur l'intelligence artificielle avec de bons fondamentaux. Ils risquent d'aller dessus. D'un point de vue de la tokenomics, on voit que quasiment toute l'offre a été libérée. Donc, je mettrai un 4 sur 5. Pour moi, c'est un jeton utilitaire, c'est-à-dire que en fonction de l'utilisation du protocole et des différents protocoles, ce jeton va tout simplement être demandé. Et pour moi, on peut dire que la nouvelle tokenomics avec l'Alliance fait que pas mal de personnes risquent d'être perdues et qu'il faut bien le réétudier. Donc pour moi, un bon projet, un bon token d'un bon projet, donc 4 sur 5 au niveau de la tokenomics. D'un point de vue de la communauté, je dirais 4 sur 5 aussi. Pour moi, c'est un projet qui attire pas mal de monde parce qu'il est dans le narratif de l'intelligence artificielle et surtout qu'il y a eu cette alliance de 3 gros projets. Donc, ça va permettre d'attirer la communauté des 3 projets aussi. Et du coup, le fait qu'il ait bien performé, ça permet d'avoir une hype et donc d'attirer pas mal de nouvelles personnes. Donc, si on doit classer FetchAI, il est à 17 sur 20, c'est-à-dire dans la seconde catégorie. Donc là, on voit déjà qu'on a une première idée. Les projets les plus solides avec le meilleur risque-rendement, selon moi, encore une fois, parce que je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc je fais ça en fonction de mes propres connaissances et de mes propres pensées. Ensuite, on a les projets qui sont solides, qui ont un beau potentiel, mais un risque, enfin, on va dire qu'ils sont un peu plus risqués, et les projets qui commencent à être questionnables. Donc, ça permet d'avoir une première liste. N'oubliez pas que si vous voulez que je fasse la suite de mon portefeuille, il faudra 200 likes et 100 commentaires sous la vidéo. Projet suivant, comme vous le voyez ici, il s'agit de Render Network. Alors, Render Network, c'est un projet au niveau du GPU décentralisé. Alors, d'un point de vue fondamental, je lui mettrai 4 sur 5. En effet, pour moi, il est sur la bonne narrative et c'est important car ça permet d'avoir de la traction et de répondre à une réelle demande du marché, c'est-à-dire les GPU décentralisés. On peut dire que c'est un peu le Nvidia de la crypto et quand on voit la hype qu'il y a sur Nvidia, c'est que chaque news positive sur Nvidia aide Render à bien performer. En plus, c'est un projet utilisé et utilisable pour du rendering, c'est-à-dire du contenu 3D, et pour l'intelligence artificielle. Le seul doute que j'ai, et c'est pour ça que je ne mets pas 5 sur 5, c'est que le nombre de GPU actuels n'est pas forcément suffisant pour concurrencer AWS au niveau de la puissance et surtout au niveau des prix à long terme. Pour l'instant, c'est moins cher d'être sur Render Network, mais il faut se dire qu'à long terme, sachant s'ils n'ont pas le nombre de GPU nécessaire et surtout que la plupart des GPU qu'ils utilisent sont des GPU qui tournent sur AWS, du coup, ils vont avoir du mal à être concurrentiels. En fait, là où ils peuvent vraiment essayer de prendre des parts de marché AWS, c'est en ayant énormément de GPU et surtout en ayant des prix attractifs. D'un point de vue de la communauté, je mettrais 3,5 sur 5. Alors oui, il y a de la hype et il y a une bonne narrative, mais c'est très technologique et ils ont quand même moins d'abonnés que les autres projets déjà établis. Et le fait que ce soit quelque chose, on va dire, d'un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes, même si c'est
même s'il y a une hype, ça fait qu'on a une communauté qui est là, mais qui n'est pas encore forcément solide. Ils sont là parce qu'il y a cette trend, mais est-ce que lorsque l'on va fortement baisser dans le bear market, ils seront soutenus? Pas forcément. D'un point de vue tokenomics, je mettrais un 4 sur 5. 75% des jetons sont émis. On voit, si on passe sur le graphique de la capitalisation de marché par rapport au prix, qu'il n'y a pas un énorme impact de la dilution. Ça, c'est une bonne technique de regarder cours sur capitalisation. On voit que c'est à peu près la même amplitude, même si là, au début, on voit qu'au début, si vous regardez là au début du graphique, là, on voit une énorme hausse. Et au niveau de la capitalisation boursière, on voit quelque chose de moins fou. Ça veut dire que, justement, là, c'était même positif. Le fait qu'il y ait très peu de jetons émis, ça faisait qu'il y avait une espèce de raréfaction des jetons dans les échanges et du coup, ça avait plus explosé que l'argent qui rentrait. Donc, toujours regarder ce côté liquidité au niveau des crypto-monnaies. Ensuite, il faut se dire que c'est un jeton qui a une utilité. C'est un jeton utilitaire qui est utilisé pour louer de la puissance de calcul. Donc, si Render est utilisé, le jeton prendra de la valeur. Donc, c'est un jeton qui peut capturer justement de la valeur. Au niveau de la son prix, je mettrai un 4 sur 5. En fait, pour moi, on a vu une grosse force, malgré le retracement pour prise de bénéfice de la plupart des personnes, qui ont quand même été sur des multiples assez élevés. Là, on peut être sur du x30 par rapport au top. Alors oui, il y a une baisse, mais voilà, pour moi, c'est quelque chose de normal. Après des forts rallyes, il faut qu'il y ait des baisses. Il y en a sur toutes les crypto-monnaies. Même Bitcoin a perdu 25% depuis son ATH. Ensuite, on peut dire qu'il y a encore un beau potentiel. Mais là, on va dire que je lui mets un doute. Je lui mets pas 5 sur 5 parce que pour moi, à long terme, on peut dire que les fondamentaux, c'est-à-dire peut-être un manque de GPU et de concurrence au niveau du prix, peut être un peu juste pour soutenir le prix à long terme avec la concurrence des acteurs Web 2. Mais je trouve qu'il y a quand même un super risque-rendement sur Render Network. Donc, Render Network, un projet du coup pour lequel je mettrai qui arrive à une note de 15,5. Du coup, il est dans la catégorie, mais on voit qu'il est plus proche de la catégorie 16 que Polygon Matic. C'est pour ça que je ne le remettrai pas en, enfin, je n'essaierai pas de vendre possiblement ou d'alléger ma position. Dernière crypto-monnaie dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous rappelle, je n'en fais que 6 pour que la vidéo ne soit pas trop longue, c'est Atom Cosmos. Alors, je l'ai fait aussi dans l'ordre de la capitalisation de marché. Atom Cosmos, qui est un projet qui a une vraie communauté, mais on sent qu'il est un peu boudé par les investisseurs parce qu'il n'a pas aussi bien fonctionné que prévu. Alors, d'un point de vue fondamental, pour moi, Atom Cosmos, c'est 5 sur 5. Ils ont un gros écosystème. On voit qu'ils ont quasiment le même nombre de corps développeurs qu'Ethereum. Après, il y a quand même plus de développeurs d'un point de vue global si on enlève les corps développeurs sur Ethereum que sur Cosmos, mais c'est un écosystème qui attire énormément de personnes et il y a aussi beaucoup de projets qui construisent dessus. Par exemple, la Binance Smart Chain avait utilisé la technologie Cosmos pour se construire. On voit que Celestia, qui est un projet à la mode, ou Injective, ou même Akash, sont construits sur le Cosmos SDK. Donc, les plus gros projets vont sur Atom Cosmos. C'est le leader au niveau de l'interopérabilité qui est nécessaire à une adoption de masse et surtout, ils ont une certaine solidité et résilience au fil des années. Au niveau de l'action de prix, je suis obligé de ne mettre que 3 sur 5. On va dire que là, il est sur ses plus bas depuis le bas qu'on avait touché lors du bear market. Donc, un prix qui est revenu quand même très très bas, je trouve, justement. Autre chose à dire aussi, c'est un projet qui a peu performé par rapport à d'autres. Après, pour moi, c'est quelque chose à relativiser parce qu'on a eu des airdrops. Et du coup, si vous stackez vos atomes et que vous suivez un peu l'actualité, vous avez eu l'airdrop de Celestia. C'est un airdrop de plusieurs milliers de dollars. Donc, si vous avez quelques milliers de dollars sur Atom Cosmos, vous avez quasiment fait un x2 juste en revendant vos Celestia. Et encore, ça, c'est en les vendant au début. Si vous avez attendu que le Celestia fasse quasiment un x10, bah, vous aurez vendu pour des dizaines de milliers de dollars de Celestia. Et il y a eu d'autres airdrops très intéressants. Donc rien que sur les airdrops, vous êtes déjà rentable. Et on peut dire qu'il est dans un range possible. Et donc on a justement une possible surperformance explosive qui peut arriver. On est un peu, ça me fait penser un peu au graphique de Chainlink et on avait vu que sur sa sortie, il avait fait un x4. Donc possiblement, Atom Cosmos pourrait rattraper son retard. Mais après, voilà, je ne peux pas lui mettre plus de 3 sur 5 au niveau de l'action prix parce que pour l'instant, d'un point de vue graphique, c'est beau, mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé et ça, surtout, ça use la patience des investisseurs. D'un point de vue communauté, il y a énormément de soutien et de hype grâce au airdrop. Il y a une forte communauté de développeurs, beaucoup d'abonnés sur leur réseau. Je ne mets que 4 sur 5 parce que beaucoup de personnes commencent à se lasser via la variable temps. Et du coup, pour moi, la communauté est un peu moins forte, même si on voit toujours qu'il y a énormément de personnes sur Atom Cosmos. D'un point de vue tokenomics, 3 sur 5.
Alors pour moi, oui, on a une libération finie, mais une inflation punitive pour les non-stakers. Donc on va dire que le fait qu'il y ait cette légère inflation n'est pas grave pour les personnes qui soutiennent et qui stake justement leur jeton Atom Cosmos. Là où pour l'instant il y a un problème, c'est l'utilité du jeton qui est très faible dans l'écosystème. En effet, il y a peu de capture de valeur. Et ça, on voit que c'est en cours de changement avec Atom 2.0 et la sécurité partagée, qui vise justement à remettre ce jeton au cœur de l'écosystème. En fait, vu que c'est la plus grosse capitalisation de marché, la plus grosse market cap, ils veulent sécuriser les autres réseaux en mettant justement en collatéral du Atom Cosmos. Et ça permet d'avoir justement une bonne sécurité. Donc, un projet qui est quand même solide. Donc, Atom Cosmos, un 15 sur 20, donc il va encore dans cette partie ici. Donc, un projet très intéressant. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne et surtout, si vous voulez une autre vidéo de ce type avec mes 6 crypto-monnaies suivantes de mon portefeuille, il faudra 200 likes et 100 commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour conclure et un peu résumer tout ça, le fait de faire ça régulièrement, peut-être tous les 4 à 6 mois sur son portefeuille crypto, ça permet de se dire est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je dois rééquilibrer les choses? Est-ce que cette crypto-monnaie est encore en adéquation avec ma stratégie? En effet, si vous avez une crypto-monnaie qui arrive à 12 ou 14 selon vos propres critères, il faut possiblement s'alléger et peut-être renforcer les champions. Donc là, ça permet d'un point de vue assez facile de regarder est-ce que les crypto-monnaies vont bien ou pas. Et voilà, je pense que c'est un bon exercice à faire et que vous, ça peut vous apporter aussi beaucoup de choses. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.